Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 11 juin. 86e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Près de 80 Palestiniens, tous des civils, sont tombés en martyrs, dont une soixantaine attendant de recevoir des aides humanitaires. L'entité sioniste retient toujours en otage 8 militants de la flottille de la liberté, plaçant à l'isolement ce mercredi l'eurodéputé Rima Hassan et le Brésilien Thiago Avila. Sahara occidental, l'Algérie appelle à New York à la reprise des négociations directes entre les parties au conflit, soulignant que la question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation opposant le Maroc au Front Polisario. Et puis le président américain Donald Trump annonce un accord avec la Chine pour sécuriser l'approvisionnement américain en terres rares, ce qui pourrait bien être atténuer plutôt les tensions commerciales entre Washington et Pékin. Bonsoir à tous. Près de 80 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs dizaines d'autres ont été blessés ce mercredi au 86e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 123 Palestiniens et 474 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, 55 104 Palestiniens sont tombés en martyrs et 127 394 ont été blessés. Les forces de l'entité sioniste ont de nouveau tiré ce mercredi sur des civils qui attendaient à proximité d'un site dit de distribution d'aide géré par une société privée soutenue par les États-Unis sur la route Salah ad-Din, faisant près de 60 martyrs et des dizaines de blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. Nous avons reçu de nombreux blessés alors que les gens se dirigeaient vers les zones où l'aide était distribuée à Netzarim et Al-Naboulsi. Beaucoup sont arrivés avec des blessures par balles ainsi que des blessures par éclats d'obus dues aux bombardements et aux attaques des chars israéliens. Environ 200 blessés, la plupart par des éclats d'obus et des balles à l'abdomen et au bassin, et quelques blessures à la tête. Bien sûr, les cas sont arrivés simultanément, ce qui a rendu difficile leur prise en charge simultanée en raison des ressources limitées et du long blocus sur Gaza, ce qui a entraîné un manque de capacité dans les hôpitaux. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a vivement dénoncé les tirs des forces de l'entité sioniste visant les points de distribution d'aide dans la bande de Gaza, appelant l'occupant sioniste à permettre à l'ONU un accès sûr et sans entrave à l'enclave pour y acheminer l'aide en toute sécurité. Par ailleurs, les forces de l'entité sioniste ont commis d'autres massacres ce mercredi en menant des bombardements visant notamment les villes de Nusayrat, Khan Younis ou encore Deir el-Balah. Ni civils ni secouristes n'ont été épargnés. Le point de la situation signé Kherdin Batash et Tinin Al-Makassi. 86e lever du soleil sur Gaza depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste. Un soleil qui n'éclaire guère la vie des Palestiniens soumis au blocus de la honte, tant les bombardements et les attaques de la machine de guerre sioniste se font de plus en plus intenses. À Nusayrat, 3 personnes sont tombées en martyrs et 6 autres ont été blessées dans des frappes de l'aviation sioniste ayant ciblé des civils dans la zone de Douar Abu Sarrar. Direction le nord de Jabalia, une région symbole de l'étendue des pertes humaines. 3 martyrs, dont 2 enfants, ont été signalés au quartier du Vieux-Gaza à la suite d'un bombardement sur une maison. Au centre de l'enclave Deir el-Balah, 2 Palestiniens dont un enfant ont rendu l'âme alors qu'ils se trouvaient à un point de rechargement de téléphone mobile. Et un peu plus au sud, à Mawassi, 2 Palestiniens ont été tués dans des tentes de déplacés.
Par ailleurs, l'organisation humanitaire de Médecins du Monde a fait état mercredi d'une attaque de drones de l'occupation sioniste ayant intervenu la veille contre un bâtiment abritant un de ses bureaux à Gaza, dans laquelle au moins 8 personnes sont tombées en martyrs. Et en parallèle à ces exactions, l'entité sioniste maintient la pression en intensifiant les frappes sur des zones telles que Hayat Toufah au centre de l'enclave. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste retient toujours en otage 8 militants de la flottille de la liberté, dont le navire, le Medlin, a été illégalement arraisonné dans les eaux internationales après avoir tenté de briser le siège imposé à la bande de Gaza, avec à son bord des aides humanitaires. C'est ce mercredi, 2 militants ont été placés à l'isolement, l'eurodéputé Rima Hassan et le Brésilien Thiago Avila. Le point avec Kherdin Batache. Encore une fois, l'entité sioniste ne se fait pas prier pour violer le droit international et arrêter dans les eaux internationales le voilier Medlin avec à son bord 12 militants de la cause palestinienne partis pour tenter de briser le blocus sioniste sur Gaza. Parmi eux, la militante écologiste Greta Thunberg ou encore l'eurodéputée française Rima Hassan. Encore une fois, l'entité sioniste ne fait pas dans l'originalité en retenant en otage 8 membres de la flottille pour la liberté en total mépris des règles du droit international, alors que 4 parmi eux ont été expulsés manu militari vers leurs pays respectifs. Il s'agit d'une nouvelle violation du droit international qui s'ajoute à la liste innombrable des violations, notamment à l'encontre des Palestiniens, commises par Israël en bloquant l'aide humanitaire et en l'empêchant d'entrer à Gaza. C'est illégal. Au moment où Greta Thunberg foulait le sol français, ses anciens compagnons de traversée étaient quant à eux toujours retenus en otage par les forces sionistes, et ce depuis plus de 24 heures, au vu et au su du monde entier. Peu soucieuse de l'opinion internationale depuis le début du génocide sioniste sur Gaza, l'entité sioniste n'hésite pas à faire fi de la morale, des sentiments ou du besoin de venir en aide à une population soumise aux pires atrocités infligées par une armée sans le moindre scrupule. Mais ils ont commis un acte illégal en nous kidnappant dans les eaux internationales contre notre volonté, en nous amenant en Israël, en nous enfermant au fond du bateau et en nous empêchant de sortir. Mais là n'est pas la véritable histoire. La réalité, c'est qu'un génocide est en cours à Gaza et qu'une famine systématique consécutive au siège et au blocus actuel empêche l'accès à Gaza à la nourriture, aux médicaments et à l'eau, pourtant si indispensables. Bien sûr, de nombreuses tentatives comme cette mission existent par voie maritime et terrestre pour briser ce siège et ouvrir un corridor humanitaire. Voilà pourquoi la machine de guerre sioniste s'agite de nouveau dans les eaux internationales, rien qu'à l'idée de savoir qu'un blocus inhumain imposé à plus de 2 millions de personnes, qui plus est, puisse être brisé par l'action de 12 individus sur un simple voilier. Briser le siège imposé par l'entité sioniste à la bande de Gaza, la caravane Somoud maintient le cap. Partie de Tunis lundi, la caravane de soutien au peuple palestinien emmenée par des militants tunisiens, algériens et libyens est arrivée ce mercredi à Tripoli avant de tenter de rallier le point de passage de Rafah par l'Égypte. Nous nous dirigeons maintenant vers le poste frontière de Rafah entre les deux villes afin de briser le siège qui pèse sur nos frères de Gaza depuis 18 ans avant la guerre et 18 mois après. Cette extermination est visible au vu et au su de tous et ces populations devaient donc se déplacer. Ce mouvement a un objectif clair, libérer la Palestine et briser le siège imposé à nos frères de Gaza, exterminés, brûlés, affamés et torturés. Nous devions donc lancer ce mouvement et c'est le début. Il se poursuivra et le convoi poursuivra son chemin jusqu'à son objectif ultime qui est clair, briser le siège.
Et face à tous ces crimes qui s'enchaînent, de nombreux pays ont décidé de sanctionner directement des membres du gouvernement extrémiste de Benyamin Netanyahou. Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore la Norvège ont imposé des sanctions contre 2 responsables de l'entité sioniste, en l'occurrence les dénommés Ben Gvir et Smotrich, pour incitation à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. L'Australie a imposé des sanctions financières ciblées et des interdictions de voyager à 2 ministres importants du gouvernement israélien, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, pour leur rôle dans de graves violations des droits humains et abus liés à la violence des colons israéliens en Cisjordanie. Ils sont les partisans les plus extrémistes de cette entreprise de colonisation illégale et violente. Nous pensons qu'une solution à 2 États est la seule voie pour mettre fin au cycle de la violence et malheureusement, il est clair que le gouvernement de Netanyahou la rejette. Cela est démontré par sa campagne militaire dévastatrice à Gaza où des milliers de civils sont tués et des enfants meurent de faim, ainsi que par ses politiques, notamment la construction effrénée de colonies et l'impunité des violences des colons en Cisjordanie. Je vous le disais en titre, la question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation qui oppose le Maroc au Front Polisario. C'est ce qu'a martelé le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors de la session du C24, le comité de décolonisation de l'ONU, consacré à la question du Sahara occidental. L'Algérie appelant les parties au conflit à la reprise des négociations directes. Asma Laïda. I now give the floor to the distinguished representative of Algeria. Par le biais de son représentant permanent auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama, l'Algérie a réaffirmé depuis New York qu'après 6 décennies de débats à l'Assemblée générale de l'ONU, le référendum d'autodétermination promis au peuple sahraoui n'a toujours pas eu lieu, et ce, en dépit de la résolution 2229 qui réaffirme avec force ce droit fondamental. Mon pays soutient résolument les causes justes et réaffirme que l'ONU doit agir avec détermination pour éliminer les derniers vestiges du colonialisme. Par ailleurs, l'ambassadeur a déploré le fait que la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental qui a été établie il y a près de 4 décennies par le Conseil de sécurité onusien peine encore à accomplir son mandat qui consiste à organiser le référendum. Les éléments du droit international sont clairs. L'avis consultatif historique de la Cour internationale de justice de 1975 a formellement exclu tout lien juridique entre le Sahara occidental et le Maroc. Lien juridique qui soit susceptible d'affecter l'application de la résolution 1514. Benjama a tenu aussi à rappeler dans le même sens que la Cour de justice européenne vient de réaffirmer ce statut en octobre 2024 en annulant un accord de pêche dans les territoires du Sahara occidental entre l'Union européenne et le Maroc pour défaut de consultation du peuple sahraoui. En annulant un accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc pour défaut de consultation du peuple sahraoui. De son côté, le représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, Toufik Laïd Koudri, n'a pas manqué de répondre aux vaines tentatives de légitimer un révisionnisme version marocaine au sujet de la cause du peuple sahraoui. La délégation marocaine ne peut pas oser le nier, en l'occurrence la déclaration du défunt roi en septembre 1983 devant la 38e session de l'Assemblée générale dans laquelle il a confirmé, je cite, que le Maroc veut organiser un référendum. Des années plus tard, le Maroc, précisément 1988, a approuvé et signé le plan de règlement dont l'objectif principal était d'organiser un référendum libre et équitable, mais il a oublié cet engagement.
L'Algérie qui a fait de la lutte anticoloniale son cheval de bataille, qui ne cesse d'appeler au parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental et encourage le comité des 24 à mobiliser tous ses instruments pour protéger les droits du peuple sahraoui, notamment via reprise immédiate des négociations directes et substantielles entre le Maroc et le Front Polisario pour une solution juste et durable garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dans ce même cadre, plusieurs pétitionnaires ont plaidé à New York à l'occasion de la session du C24 pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, réitérant leur attachement à la résolution de ce conflit dans le cadre des chartes onusiennes et à travers la MINURSO. C'était notamment le cas pour l'Afrique du Sud. قرار الجمعية العامة 34-37 لكن للأسف الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الإقليم. هذا مبدأ أساسي لبناء الدول عندما يدعمه قادة الأمم المتحدة. There is no such Moroccan Sahara. There is only Western Sahara. And نحن لسنا مقاربة ولم نكن مقاربة ولن نكن مقاربة. كل الشعوب لها الحق بتقرير المصير وبالعيش بشكل حر بدون استيطان. Dans l'actualité également, la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Bartas El-Mamansouri, participe aux travaux de la réunion ministérielle de suivi des recommandations du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tient ces mercredis et jeudi à Changsha, dans la province du Yunnan, en Chine. Cette rencontre constitue une étape importante pour renforcer la coordination entre les pays africains et la Chine concernant les mécanismes de mise en œuvre du plan d'action conjoint 2025-2027 adopté lors du 4e sommet du Forum à Pékin. L'Algérie se distingue en 2025 par une position financière saine grâce à une politique rigoureuse de gestion de la dette et à une solide couverture des importations dans un contexte continental marqué par une dégradation générale des équilibres extérieurs. C'est ce qu'a notamment relevé la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, dans un dernier rapport sur la dette en Afrique. Lutte antiterroriste en Algérie. Selon un bilan opérationnel de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Bolj Baji Mortar alors que 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés par des détachements de la ANP dans différentes opérations, et ce durant la période allant du 4 au 10 juin 2025. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité cette fois des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic en Algérie, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 28 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 16 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à plus d'1 610 000 comprimés et 1000 grammes de cocaïne ont été saisis. Dans l'actualité aussi, le chef du programme nucléaire iranien, Mohammad Eslami, a vivement réagi ce mercredi au dernier rapport de l'AIEA qualifiant ces accusations de mensonges flagrants. Dans ce rapport publié en mai, l'AIEA avait affirmé que l'Iran a mené des activités nucléaires non déclarées utilisant des matériaux non signalés sur 3 sites restés sous enquête depuis plusieurs années. Ils prétendent à tort que la République islamique d'Iran n'a pas rempli ses obligations au titre du traité de non-prolifération. C'est un mensonge éhonté. Aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. Aucun rapport d'inspection de l'agence ne démontre, au vu de la réglementation, que la République islamique d'Iran ou son organisation de l'énergie atomique se sont opposés à leurs obligations ou y ont fait obstruction. Pas un seul cas, ni aucun mot de leur rapport ne l'indique. Allez, direction les États-Unis, où la Maison-Blanche campe toujours sur sa position, celle d'expulser tous les migrants clandestins, alors que la
police de Los Angeles a annoncé procéder à plusieurs arrestations de personnes continuant de se rassembler pour manifester contre la politique migratoire de Donald Trump, et ce, malgré l'instauration d'un couvre-feu. Iman Merad. À Los Angeles, la municipalité a décidé de serrer la vis. Depuis hier soir, un couvre-feu est en vigueur dans le centre-ville, une mesure exceptionnelle pour faire face à une recrudescence d'incidents nocturnes. Commerçants, habitants, sans-abri, tous sont concernés. 21h à Los Angeles, les rues du centre-ville se vident peu à peu. Désormais, toute présence non essentielle est interdite jusqu'à 5h du matin. Objectif, ramener le calme au sein de la ville, marqué ces dernières semaines par une montée de la contestation contre les mesures anti-immigration. Le couvre-feu est nécessaire, une mesure indispensable pour protéger les vies et les biens après plusieurs jours consécutifs de troubles croissants dans toute la ville. Depuis samedi, nous avons constaté une escalade inquiétante et des comportements illégaux et dangereux. L'ancien gouverneur de Californie s'est exprimé à ce sujet, aspirant à un retour vers le calme dans les plus brefs délais. Vous savez, il y a des défis partout dans le monde. Los Angeles a ses propres défis et j'espère qu'ils seront tous résolus très rapidement et que le gouvernement fédéral, l'État et les collectivités locales pourront collaborer pour les résoudre. Côté administration, le président Trump a déclaré mardi qu'il souhaitait simplement voir la paix à Los Angeles et que les troupes resteraient jusqu'à ce qu'il la voie. Il y a quelque chose qui cloche chez les gens. Tout ce que je souhaite, c'est la paix. Si la paix est là, on s'en va. S'il n'y a ne serait-ce qu'une chance de ne pas avoir la paix, on reste là jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Et beaucoup de gens sont arrêtés, les émeutiers, ou peu importe comment vous les appelez, ont intérêt à savoir qu'il y a beaucoup d'arrestations. Ils vont rester en prison pour longtemps. Merci beaucoup. Les forces de l'ordre assurent des contrôles renforcés, mais affirment vouloir faire preuve de pédagogie, du moins dans un premier temps. Alors que les craintes autour d'une perte totale de contrôle à Los Angeles se font de plus en plus persistantes, allant jusqu'à comparer la situation actuelle aux fameuses émeutes de 1992, ayant fait à l'époque au moins 53 morts. On reste aux États-Unis où le président américain Donald Trump a annoncé un accord avec la Chine pour sécuriser l'approvisionnement américain en terres rares. Cet accord, épilogue de 2 jours de réunion à Londres, pourrait bien atténuer les tensions commerciales entre Washington et Pékin. Safouane Bessabri. Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a des terres rares. Une phrase prononcée par Deng Xiaoping en 1992 qui a tout son sens aujourd'hui encore. Depuis, des investissements massifs de Pékin dans des entreprises minières, accompagnés par une réglementation environnementale moins stricte, ont fait du géant chinois le premier fournisseur mondial de terres rares. C'est dans ce cadre que les négociations entre les États-Unis et la Chine se font. Donald Trump s'est félicité de l'accord conclu entre les deux pays concernant les terres rares chinoises, en échange de contreparties garanties par l'administration Trump. Après 2 jours de discussion, les négociateurs chinois et américains ont annoncé depuis Londres s'être mis d'accord sur un cadre général pour lisser leurs différends commerciaux, laissant le soin à leurs présidents respectifs de valider le texte final. Les terres rares chinoises constituent depuis le début un enjeu clé des négociations menées dans la capitale britannique, les Américains souhaitant rétablir le rythme des approvisionnements de ces métaux stratégiques, jugés actuellement insuffisants par Washington. Ces matières premières sont primordiales pour les batteries électriques, les éoliennes ou encore les systèmes de défense américains. Pékin attend pour sa part que Washington reconsidère certains contrôles aux exportations sur les produits américains, notamment technologiques à destination de la Chine. La Chine représente aujourd'hui 92% de la production mondiale raffinée de terres rares. La réduction des délivrances des permis d'exportation faisait craindre que davantage de constructeurs américains soient contraints de suspendre leur production. Le ministère chinois du Commerce a toutefois déclaré que la Chine avait pris sa responsabilité et approuvé un certain nombre de demandes d'exportation. Toujours est-il que la situation souligne la dépendance de Washington vis-à-vis des terres rares chinoises pour produire des armements dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques durables.
Et on termine par du sport football. Après la défaite 4-3 contre la Suède, le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a reconnu les erreurs commises par ses joueurs tout en saluant leur état d'esprit. Sicuramente, je ne peux pas être content si je pense au résultat final parce qu'on a perdu le match. Je pourrais être content si on va profiter des choses qu'on a apprises ce soir et qu'on peut aussi les employer pour le futur. Parce que pendant ce match, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Les premières 15 minutes, on était haut, il y avait de l'ordre sur le terrain, on a bien joué sur le plan technique. Le problème, c'est que pendant quasiment tout le match, on n'a pas profité de nos occasions. C'est clairement un adversaire, la Suède, de grandes courses, de très grande intensité. C'est une très bonne équipe. C'est pas le style d'équipe qu'on a l'habitude d'affronter en Afrique. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à se mettre en rouge. Je pense qu'on a fait 15 premières minutes assez intéressantes. Et après, ils ont pris le dessus. Après, c'est compliqué de gagner un match si on prend 4 buts. C'est une affaire de collectif. Et là-dessus, on n'a pas été bon pendant à un moment du match où ils en ont profité, ils ont réussi à mettre 4 buts. Après, on était sur une autre dynamique, on sentait qu'on pouvait revenir et on a eu l'occasion même d'égaliser. Donc il faut rester sur ce moment du match où on a montré beaucoup de caractère pour revenir dans le match. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.